Pendant des mois, ma femme a préféré son téléphone à moi, ricanant au texto de ses amis masculins tandis que je restais assis, ignoré, dans notre salon. Quand j'ai finalement dit, plus maintenant, elle a ri et a appelé ça de la croissance. 3 semaines plus tard, j'ai accepté un travail à 2 états de là et j'ai commencé à faire mes valises en secret, tandis qu'elle restait rivée à son écran, complètement inconsciente. Le silence est plus éloquent. Écoutez, je m'appelle Marcus Hill, j'ai 29 ans et je suis coordonnateur logistique. Ça veut dire que je suis sacrément doué pour repérer quand les choses ne vont pas, quand les systèmes s'effondrent, quand toute l'opération est sur le point de partir en vrille. Alors, croyez-moi, ce samedi soir 15 octobre, j'ai vu mon mariage s'effondrer en temps réel, et je n'ai rien pu faire pour le ressusciter. On avait planifié cette soirée cinéma depuis des semaines. Enfin, je l'avais planifié. Sabrina avait marmonné quelque chose qui ressemblait à un acquiescement en parcourant son téléphone, ce qui était devenu sa réponse par défaut à presque tout ce que je disais ces derniers temps. Mais bon, je suis optimiste. Ou peut-être juste un peu friand de punition. Alors, j'ai tout donné. J'ai pris son plat thaï préféré à emporter dans ce resto du centre-ville qui facture 23 $ le pad thaï parce qu'ils utilisent des ingrédients bio authentiques ou quelque chose comme ça. J'ai pris une bouteille de ce vin qu'elle aime. Celui qui a le goût d'être filtré. Les rêves d'une licorne et ça coûte plus cher que mes mensualités de voiture. Bon sang, j'ai même tamisé les lumières et mis Princesse Bride en file d'attente parce qu'elle avait mentionné vouloir le revoir il y a environ 6 mois. 6 mois. Seigneur, ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Du coup, on était là, installés sur notre canapé. Enfin, mon canapé depuis que j'avais acheté ce satané truc, avec nos nouilles hors de prix qui refroidissaient et Inigo Monontoya qui se préparait à venger la mort de son père pour la 1000e fois. Et c'est là que son téléphone a commencé sa sérénade du soir. Buzz 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 comme un moustique qui aurait appris le code de Moore et décidé de répéter des symphonies. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Vraiment, j'ai réussi. Mais voir le visage de sa femme s'illuminer comme un sapin de Noël à chaque fois que l'écran s'allumait alors qu'elle était assise à côté de vous, aussi chaude qu'un cadavre en hiver, ça vous ronge plus vite que l'acide ne traverse l'aluminium. Elle baissait les yeux et boum, il était là. Ce sourire. Vous savez de quoi je parle. Le privé, ce sourire secret qui était le mien. Celui qui signifiait que quelqu'un venait d'égayer sa journée. Qu'il venait de dire quelque chose d'intelligent, de drôle ou de gentil. Sauf que maintenant, ce n'était plus moi qui en étais responsable. C'était celui qui était à l'autre bout de cette laisse numérique. Adrienne vit tellement mal sa rupture, murmurait-elle, les doigts volants sur l'écran. Riez. Oh mon Dieu, Blake est tellement drôle. Riez, riez. Jordan vient d'envoyer le mème le plus mignon. Riez, riez, ricanez. Pendant ce temps, Wesley escaladait les falaises de la folie, et j'étais assis là, avec l'impression d'être celui qui allait tomber d'une falaise. Une cravate à 23 $ se figeait sur mes genoux, regardant ma femme avoir des conversations intimes avec 3 types différents tout en faisant comme si je n'existais pas. Et voilà le hic, elle n'essayait même plus de le cacher. Fini le temps où elle disait, oh, je vérifie quelque chose tout de suite ou désolé, urgence au travail. Non. Elle était à fond. Je rigolais, je tapais des romans, je réagissais à n'importe quelle comédie numérique que ces types lui montaient. J'aurais pu me déshabiller, me peindre en bleu et faire des sauts avec écart, et elle aurait peut-être levé les yeux assez longtemps pour me demander de baisser le volume parce qu'elle essayait de se concentrer. Le générique a commencé à défiler. Vous savez combien de temps durent les génériques de cinéma de nos jours? Une éternité. Il liste tout le monde, du type qui a apporté le café au cousin de l'assistant réalisateur, jusqu'à Sabrina, qui tapait toujours, rigolait toujours, subsistant dans l'univers parallèle qu'était devenu son téléphone. La musique a enflé, dramatique et définitive, et je suis resté assis là, comme un idiot, à attendre que ma femme remarque que le film qu'on avait soi-disant regardé ensemble était terminé. 10 minutes de générique, puis 10 autres de cet écran noir avec le logo HBO. J'ai commencé à chronométrer parce que, coordinateur logistique, je chronomètre tout. C'est là qu'on sait vraiment que sa vie a basculé. Quand on est assis dans son salon, à chronométrer le temps qu'il faut à son conjoint pour reconnaître notre 23 minutes. 23 foutues minutes à la regarder vivre sa meilleure vie avec 3 mecs qui n'étaient pas ses maris, pendant que son vrai mari était assis là, se sentant comme un meuble. Moins qu'un meuble, en fait. Au moins, les meubles ont une utilité. Enfin. Finalement,
elle a levé les yeux et vous savez ce qu'elle a dit? Oh, c'est déjà fini. Comme si elle venait de remarquer que la télé était allumée. Comme si on n'était pas assis là ensemble depuis 2 heures. Comme si j'étais une colocataire au hasard qui s'était égarée dans sa cabine téléphonique personnelle. Ouais, j'ai dit. C'est fini. Et c'est là que ça m'a frappé. Assis là, dans la lueur de l'écran de son téléphone, écoutant le silence qui était devenu plus fort que toutes nos disputes. Je n'étais plus son mari. Les maris méritent attention, considération, reconnaissance humaine élémentaire. Moi, je recevais le même traitement qu'une lampe. Fonctionnel en cas de besoin, invisible autrement. J'étais un bruit de fond dans mon propre mariage. Un bruit blanc. Le genre de bruit constant et insignifiant que les gens apprennent à ignorer si complètement qu'ils en oublient l'existence. Même là. Et le plus effrayant, c'est que je commençais à oublier que j'étais là aussi. Cette nuit-là, allongé dans mon lit pendant qu'elle terminait sa séance de socialisation numérique, j'ai fixé le plafond et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas une mauvaise passe. Ce n'était pas une phase. C'était ma nouvelle normalité. Et ça n'allait qu'empirer. Parce que quand quelqu'un vous montre que son téléphone est plus intéressant que votre présence, quand il peut vous ignorer pendant près d'une demi-heure alors que vous êtes assis juste à côté de lui, il n'est pas seulement impoli. Il vous dit exactement où vous vous situez dans sa liste de priorités. Et, mon Dieu, je n'étais même pas dans le top 10. Le silence de cette nuit-là m'a tout dit. Il m'a dit que j'étais déjà parti. Je n'avais juste pas encore fait mes valises. 3 ans de mariage, 36 mois, 1095 jours jusqu'à ce que la mort. Latte. Rachel était tout ce que Sabrina n'était pas, concentrée, présente, impliquée. Quand elle vous parlait, elle vous regardait. Pas par-dessus votre épaule, avec son téléphone, pas avec la moitié de son attention sur une conversation numérique ailleurs. Elle vous regardait comme si vous étiez la personne la plus intéressante de la pièce. Notre premier rendez-vous café a duré 2 heures, et elle n'a pas regardé son téléphone une seule fois. Pas une seule fois. Je l'attendais. Le bourdonnement familier, le regard d'excuse baissé, la seconde désolée qui allait se transformer en 10 minutes. Ça n'est jamais venu. Son téléphone est resté dans son sac à main et son attention est restée sur moi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à Chicago, demanda-t-elle en versant du sucre dans son café au lait. Nouveau boulot. Quelque chose comme ça, dis-je. Nouveau départ. Elle hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. J'avais fait pareil l'année dernière. Parfois, il faut juste changer sa vie, tu sais. Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. On a commencé à prendre un café régulièrement, puis un déjeuner, puis un dîner, et à chaque fois, c'était la même chose. Une vraie conversation avec quelqu'un qui était vraiment présent. Elle me racontait sa journée, me demandait comment était la mienne et quand je répondais, elle écoutait. Vraiment. Pas le genre d'écoute polie qui hochait la tête en pensant à autre chose, mais cette écoute engagée qui vous donnait l'impression que ce que vous aviez à dire comptait vraiment. Pendant ce temps, mon téléphone était devenu agréablement silencieux. Quelques appels manqués de Sabrina la première semaine, que j'avais ignorés. Des SMS que j'avais supprimés sans les lire, mais surtout un silence béni. C'était comme sortir de prison après avoir purgé une peine pour un crime que je n'avais pas commis. Le seul contact que je maintenais avec mon ancienne vie était par l'intermédiaire de Léa, qui appelait toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre de ses nouvelles. C'est comme ça que j'ai appris ce qui se passait à la maison. Et laissez-moi vous dire que les nouvelles étaient inestimables. Sabrina a donc publié partout sur les réseaux sociaux. Léa m'a parlé, lors d'un de nos appels, de beaucoup de choses sur le fait d'être une femme forte et indépendante et de s'entourer de personnes qui la soutiennent vraiment. Tant mieux pour elle, je l'ai dit, et je le pensais. Comment se portent ses proches? Léa a ri. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Il s'avère qu'Adrien, Blake et Jordan sont très doués pour apporter un soutien émotionnel par SMS, mais pas vraiment pour une aide concrète. Comment ça? Aucun d'eux ne lui a proposé d'hébergement. Elle squatte le canapé de Kyle depuis 3 mois maintenant, et d'après ce que j'ai entendu, ça ne se passe pas très bien non plus. J'ai ressenti une petite étincelle de satisfaction à cette nouvelle. Pendant tous ces mois où elle était la personne la plus importante de sa vie, alors qu'elle en avait vraiment besoin, elle était introuvable. C'est marrant comme ça. Et écoute, Léa. Suite. Tu te souviens de Blake,
le mec de la salle de sport qui te traitait de mesquin parce que tu prenais tes meubles? Difficile de l'oublier. Apparemment, il s'est remis avec son ex le mois dernier. Maintenant, il est trop occupé pour participer autant au groupe de discussion. Sabrina a posté un truc passif-agressif à propos de ses amis du beau temps la semaine dernière. L'ironie était belle. Blake avait été l'un de ses soutiens émotionnels, Trinity, toujours disponible pour des conversations profondes et une validation constante. Mais dès qu'il a retrouvé une petite amie, il n'a soudainement plus eu de temps pour les drames de Sabrina. Un peu comme elle n'avait plus de temps pour son mari quand elle avait 3 mecs qui lui accordaient de l'attention. Et Adrien et Jordan? Jordan a pris ce boulot à Denver et a pratiquement disparu. Aux dernières nouvelles, il sort avec une monitrice de ski et il est complètement dans le Colorado, mec. Et Adrien? Léa marqua une pause. Adrienne, c'est le meilleur. Tu te souviens comme il avait toujours des problèmes de petite amie? Comment ai-je pu oublier? C'était la moitié de leur conversation. Eh bien, il a finalement arrangé les choses avec la fille du café. Ils sont fiancés maintenant. Je suppose qu'il n'a pas besoin de conseils relationnels. Sabrina, plus rien. Voilà. La Sainte Trinité du soutien émotionnel s'était complètement dissoute, laissant Sabrina avec exactement ce qu'elle m'avait donné pendant 6 mois. Rien. Adrienne était fiancée. Blake était de retour avec son ex. Et Jordan avait commencé une toute nouvelle vie. Les hommes qui comptaient tant pour elle qu'elle avait ignoré son mari pour eux avaient tous trouvé mieux à faire. Elle n'arrête pas de demander de tes nouvelles, dit Léa. Elle veut savoir comment tu vas, si tu vois quelqu'un, si tu lui as parlé d'elle. Que lui dis-tu? La vérité, que tu es heureux. Et j'étais heureux, sincèrement, authentiquement heureux pour la première fois depuis presque 1 an. J'avais un travail que j'adorais, un appartement où je me sentais comme chez moi, et une femme qui voulait vraiment passer du temps avec moi. Rachel et moi sortions ensemble depuis 2 mois, et c'était tout ce qu'une relation devrait être. Facile, confortable, amusante. Elle me faisait rire. Je la faisais rire. Et quand nous étions ensemble, aucun de nous deux n'éprouvait le besoin de s'évader dans nos téléphones. Le contraste était là. Austère. Avec Sabrina, j'avais passé des mois à avoir l'impression de passer des auditions pour attirer son attention chaque jour, sans jamais y parvenir. Avec Rachel, je n'avais jamais eu à passer d'audition. Elle voulait être là, voulait entendre le récit de ma journée, voulait partager la sienne avec moi. C'était comme se rappeler comment respirer après des mois à retenir son souffle. Un soir de fin de printemps, Rachel et moi dînions dans un petit restaurant italien près de chez moi lorsqu'elle a dit quelque chose qui m'a figé net. Tu sais ce que j'aime chez toi, Marcus? Qu'est-ce que c'est? Ton présent. Vraiment présent. Quand on est avec quelqu'un, on est vraiment avec lui. C'est rare de nos jours. Présent. Le mot m'a frappé comme un éclair. C'est ce qui manquait avec Sabrina. Ce que j'essayais d'exprimer depuis des mois, sans vraiment mettre le doigt dessus. La présence. Le simple fait d'être pleinement engagé avec la personne en face de soi au lieu de vivre la moitié de sa vie devant un écran. Merci, ai-je dit, et je le pensais plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pourquoi? Pour être présent. Elle aussi. Elle sourit et tendit la main par-dessus la table pour me prendre. Toujours. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement, la main de Rachel dans la mienne, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais longtemps pensé que mon mariage avait échoué. Parce que je n'étais pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez drôle, pas assez digne de l'attention de Sabrina. Mais la vérité était plus simple et plus dévastatrice. Mon mariage avait échoué parce que ma femme avait choisi de ne pas être présente. Et maintenant, j'étais avec quelqu'un qui avait choisi différemment. Quelqu'un qui avait posé son téléphone quand j'entrais dans la pièce. Qui s'enquérait de ma journée et écoutait la réponse. Qui riait à mes blagues et racontait ses propres anecdotes. Quelqu'un qui comprenait que l'amour ne se résume pas à être dans la même pièce. Il s'agit d'être au même moment. Pour la première fois depuis le début de tout ce chaos, j'ai ressenti une profonde gratitude. Non seulement d'avoir échappé à une mauvaise situation, mais d'avoir atterri dans une bonne. Parfois, l'univers doit détruire votre vie avant de pouvoir la reconstruire correctement. Et parfois, être seul s'avère être le premier pas vers la bonne voie. Une personne avec qui ne pas être seul. 6 mois après le début de ma nouvelle vie à Chicago, je pensais en avoir fini avec les dégâts de l'ancienne.
J'avais tort. Le désespoir, il s'avère, a tendance à vous suivre au-delà des frontières des États. Et il est arrivé à ma porte de la manière la plus pathétique qui soit, par le salon de ma sœur. C'était un jeudi soir de fin juin lorsque Léa a appelé, et j'ai immédiatement compris à son ton que ce ne serait pas une de nos conversations habituelles pour prendre de mes nouvelles. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix, un ton prudent qui signifiait qu'elle s'apprêtait à m'annoncer une nouvelle que je n'avais probablement pas envie d'entendre. Alors, a-t-elle dit après avoir échangé quelques banalités sur mon travail et Rachel, j'ai reçu une visite intéressante aujourd'hui. J'étais assise sur mon canapé, des boîtes de plats à emporter étalées sur ma table basse, à regarder les Cubs perdre contre les Cardinals. Rachel travaillait tard, alors j'ai prévu une soirée tranquille de baseball et de reste de taille. Paisible, prévisible, tout ce que mon ancienne vie n'avait pas été. Ah oui. Qui était-ce? Sabrina. Le nom ça m'a frappé comme une balle dans la poitrine. J'ai coupé le son de la télé et me suis redressé. Sabrina est venue chez toi. Elle est arrivée vers 14h cet après-midi, cherchant le mot juste. Léa a marqué une pause, cherchant le mot juste. Brutal. Vraiment brutal. Marcus, comme si elle n'avait pas dormi ou mangé correctement. J'ai failli ne pas la reconnaître. J'ai essayé de me l'imaginer. Sabrina, qui avait toujours été méticuleuse sur son apparence, se présentant débraillée à la porte de ma sœur. Une partie de moi a ressenti une lueur qui aurait pu être de l'inquiétude, mais elle a vite été submergée par une émotion bien plus forte. De l'irritation. Même à 1300 km de distance, elle trouvait encore le moyen de mettre du suspense dans ma vie. De quoi voulait-elle parler de toi? De toute évidence, c'est du côté de Léa. Elle est en mauvaise posture. Marcus, vraiment en mauvaise posture. Elle dort sur le canapé de Kyle depuis 6 mois maintenant, et apparemment, la situation est en train de s'effondrer. Kyle se marie à l'automne et veut que Sabrina parte. Elle n'a pas les moyens d'avoir son propre logement. Son salaire et ses parents refusent de l'aider parce qu'ils pensent qu'elle a fait son lit et qu'elle a besoin de s'y coucher. Tant mieux pour eux, me suis-je dit. Apparemment, M et Madame Thompson étaient plus raisonnables que leur fille et son réseau de soutien. J'ai demandé, même si j'étais presque sûr de connaître déjà la réponse. Parti. Tous. Le mariage d'Adrienne est le mois prochain. Il s'avère que la fille du café était la bonne depuis le début. Blake a emménagé avec sa petite amie et ne répond presque plus aux SMS. Et Jordan, Harry Léa, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Jordan l'a bloqué sur les réseaux sociaux le mois dernier parce que sa nouvelle petite amie était jalouse de la quantité de textos qu'ils échangeaient. L'ironie était si parfaite que ça en faisait presque mal. Les 3 hommes qui avaient été si importants pour elle qu'elle avait sacrifié son mariage pour eux étaient tous passés à leur vraie vie, la laissant exactement là où elle m'avait laissé. Ignorée, rejetée et seule. L'univers avait un sens de la justice après tout. Alors, que voulait-elle de toi? Des informations, surtout. Ton adresse, ton numéro de téléphone, si tu voyais quelqu'un. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle avait besoin de te parler. Que lui as-tu dit? La vérité. Que tu étais heureux, que tu sortais avec quelqu'un de merveilleux et qu'elle devait te laisser tranquille et passer à autre chose. J'ai ressenti une vague de gratitude envers Léa. Elle avait toujours été protectrice envers moi, mais cela allait au-delà de la loyauté fraternelle. C'était elle qui reconnaissait que certains ponts devaient rester coupés. Comment a-t-elle pris ça? À peu près aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Beaucoup de pleurs, beaucoup de supplications pour que je lui donne tes coordonnées. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de 5 minutes pour s'expliquer, s'excuser, arranger les choses. Je lui ai dit que le bateau était parti, mais apparemment, dire à Sabrina de passer à autre chose était plus facile à dire qu'à faire, car 3 jours plus tard, j'ai ouvert mon email et j'ai trouvé un message provenant d'une adresse que je ne connaissais pas, trutseker203@gmail.com. L'objet disait « Veuillez lire ceci ». Un instant, j'ai envisagé de le supprimer sans l'ouvrir. Ma vie était belle maintenant. Super, en fait. Rachel et je parlais de son emménagement chez moi à l'automne. Le travail marchait mieux que je ne l'avais espéré. Je dormais toute la nuit sans regarder mon téléphone. Je me réveillais avec l'impatience de la journée à venir au lieu de redouter le nouvel enfer qui m'attendait. Pourquoi laisser le chaos revenir? Mais la curiosité l'emporta. J'ouvris le courriel. C'était un roman.
5 pages de texte au rythme unique, un manifeste décousu de regrets et d'apitoiement sur soi qui se lisait comme une dépression nerveuse en temps réel. Elle racontait sa thérapie, comment elle avait réalisé ses terribles erreurs, comment elle avait été manipulée par des amis toxiques qui l'avaient convaincue de prioriser les mauvaises choses. Manipulée. C'était intense. Comme si Adrien, Blake et Jordan l'avaient pointé du doigt et l'avaient forcée à ignorer son mari pendant 6 mois. Comme si elle n'avait pas fait le choix conscient chaque jour de prendre son téléphone au lieu de discuter avec l'homme assis à côté d'elle. Le courriel était interminable, rempli de phrases comme « voyage de découverte de soi »,« état d'esprit de développement » et autres termes thérapeutiques. Des mots à la mode qui donnaient l'impression qu'elle avait lu trop de livres de développement personnel. Elle parlait de son désir de reconstruire la confiance et de prendre un nouveau départ, et de sa volonté de déménager à Chicago pour se battre pour notre amour. Se battre pour notre amour. Seigneur. Le plus pathétique, c'était son plan détaillé pour me reconquérir. Elle avait cherché des appartements à Chicago, étudié les offres d'emploi et même identifié des thérapeutes de couple dans la région. Elle avait apparemment passé des mois à préparer ce grand geste. Cette histoire de retour romantique où l'épouse de Wewa réalise ses erreurs et séduit son mari par son nouvel engagement. C'était délirant, presque impressionnant. J'ai transféré le courriel à Rachel avec un simple message. Regarde ça. Mon ex-femme a perdu la tête. La réponse de Rachel est arrivée 15 minutes plus tard. Bon sang, cette femme est complètement dérangée. 5 pages. 5 pages. Qui a le temps d'écrire 5 pages de folie? Nous avons fini par le lire ensemble ce soir-là, autour d'un verre de vin, et je dois admettre que c'était assez divertissant, vu comme une œuvre involontaire. Comédie. Rachel a interprété avec humour les passages les plus ridicules, avec des gestes exagérés et de fausses larmes. Je réalise maintenant que notre amour était un jardin que j'ai laissé dépérir par négligence, a-t-elle ajouté d'une voix théâtrale. Mais on peut replanter des jardins, Marcus. Les cœurs peuvent guérir. L'amour peut renaître si nous sommes tous deux prêts à en prendre soin avec le soin qu'il mérite. Elle a vraiment écrit ça, ai-je dit en secouant la tête. Une femme adulte, vraisemblablement sobre, s'est assise et a écrit cette phrase. Je consulte une thérapeute spécialisée dans la réparation des relations, a poursuivi Rachel. Elle dit que ce que nous avons vécu était réel et spécial et que cela vaut la peine de se battre. Elle dit que parfois, il faut tout perdre pour réaliser ce qu'on a vécu. Traduction, sa thérapeute ne m'a jamais rencontré et n'entend qu'une seule version des faits. Évidemment, aucun thérapeute au courant de toute la situation n'encouragerait ce comportement de harceleur. Ma réponse à Sabrina était considérablement plus courte que son email. 2 phrases. S'il vous plaît, ne me recontactez plus. Je vous souhaite le meilleur. Mais ce n'était pas fini. Parce que, comme l'email ne fonctionnait plus, elle a essayé LinkedIn. LinkedIn. Elle m'a envoyé une demande de connexion professionnelle avec un message demandant si nous pouvions discuter d'opportunités de collaboration dans notre espace professionnel commun. Je l'ai bloqué immédiatement et j'ai fait une capture d'écran du message pour l'envoyer à Rachel, qui a ri si fort qu'elle a failli s'étouffer avec son café. Elle essaie de se glisser dans vos messages privés via un site de réseautage professionnel. Rachel a sifflé. C'est un niveau de désespoir inédit. Puis sont arrivés les appels à mon bureau. Mon assistante, Jennifer, a commencé à recevoir des appels d'une personne se faisant passer pour mon associé et qui avait besoin de discuter de questions financières urgentes. Il m'a fallu 3 jours pour comprendre que c'était Sabrina qui utilisait des noms différents et une voix légèrement modifiée. Devais-je appeler la sécurité? A demandé Jennifer après le 5e appel en 2 jours. Non, inscrivez-la simplement sur la liste noire permanente. Et si elle se présente en personne, appelez-moi immédiatement. C'était à la fois épuisant et exaspérant. J'étais là, à 800 mètres de moi, vivant ma meilleure vie avec une femme formidable qui se souciait vraiment de moi. Et mon ex-femme trouvait encore le moyen de semer le chaos. On aurait dit qu'elle ne supportait pas l'idée que j'étais heureux sans elle, que j'étais passé à autre chose et que j'avais trouvé quelque chose de mieux. Mais plus elle désespérait, plus tout devenait clair. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Ce n'était pas quelqu'un qui regrettait son mari. C'était quelqu'un qui regrettait d'avoir un mari. Point final. La différence était cruciale, car si elle m'avait vraiment aimé, si elle avait vraiment apprécié notre relation, elle aurait raccroché le téléphone il y a 6 mois quand je le lui ai demandé. Elle aurait préféré la présence à l'écrit, la réalité à la fiction,
son mariage à son terrain de jeu numérique. Au lieu de cela, elle avait choisi Adrien, Blake et Jordan. Et maintenant qu'ils étaient partis, maintenant que son plan B était tombé à l'eau, elle voulait que je sois son plan B. Aucune chance. Vous savez le plus triste? Je l'ai dit à Rachel alors que nous supprimions un énième email d'un autre faux compte. Qu'est-ce que c'est? Si elle s'était battue aussi durement pour notre mariage quand nous étions mariés, nous serions peut-être encore ensemble. Rachel hocha la tête pensivement. Mais elle ne le fit pas. Et maintenant, tu sais ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui te choisit en premier au lieu de te traiter comme un lot de consolation. Elle avait raison. Quoi que Sabrina me propose maintenant, thérapie, grand geste, promesse de changement, c'était trop peu, trop tard. J'avais déjà trouvé ce que je cherchais. Je ne l'avais juste pas cherché avec elle. 1 an plus tard, Rachel emménageait avec moi. Et c'était comme voir ma vie prendre forme pour la première fois depuis des années. Pas de drame, pas de négociation, pas de grands gestes, juste 2 personnes qui voulaient construire quelque chose ensemble et qui prenaient la décision concrète de le faire. Tout le processus n'a pris qu'une seule conversation et un week-end en camionnette. Tu es sûr de ça? Lui ai-je demandé alors que nous montions des cartons jusqu'à mon appartement. Vivre avec quelqu'un est une grande étape. Les gens changent quand ils partagent un espace. Elle rit en déposant un carton marqué « Ustensiles de cuisine » dans ce qui était maintenant notre cuisine. Marcus, je t'ai vu au pire. Un dimanche matin avec la gueule de bois, stressé par les délais de travail, essayant d'assembler des meubles IKEA. Si j'arrive à gérer ça, je pense que tout ira bien. Elle avait raison. On allait plus que bien. On était super. Le contraste avec ma vie précédente était saisissant. Les affaires de Rachel s'intégraient parfaitement aux miennes. Ses livres glissaient à côté des miens sur les étagères, sa tasse à café trouvait sa place à côté de la mienne dans le placard. Quand elle a réorganisé les meubles du salon pour créer une meilleure harmonie, c'était logique. Quand elle a suggéré de remplacer les œuvres d'art de ma garçonnière par quelque chose de plus sophistiqué, j'ai été reconnaissant de son aide. Voilà à quoi ressemblait un partenariat. 2 personnes prenant des décisions ensemble, tenant compte des préférences de l'autre, construisant quelque chose qui appartienne à nous deux au lieu qu'une personne impose sa volonté à l'autre. 3 mois après l'emménagement de Rachel, je l'ai ramenée chez moi pour rencontrer mes parents. Le trajet jusqu'à Milwaukee était agréable. Rachel naviguait pendant que je conduisais. Nous parlions de tout et de rien. Son téléphone était rangé dans son sac à main, où il est resté pendant les 3 heures du trajet. Mes parents nous attendaient sur le perron quand nous sommes arrivés, et j'ai vu le visage de ma mère s'illuminer de curiosité. Elle avait entendu parler de Rachel, bien sûr, mais c'était la première fois qu'elle se rencontrait en personne. Après le désastre de mon mariage, je savais qu'elle retenait probablement leur souffle, espérant que cette fois-ci se passerait mieux. Le dîner était parfait. Rachel a charmé mon père avec ses questions sur son travail, a aidé ma mère en cuisine sans qu'on lui demande et s'est intégrée à notre dynamique familiale comme si elle en faisait partie depuis des années. Mais c'est le commentaire de ma mère, prononcé à voix basse pendant que Rachel aidait à débarrasser la table, qui m'a vraiment fait comprendre à quel point notre relation était différente. C'est agréable de voir quelqu'un te regarder pendant que tu parles, a-t-elle dit d'une voix douce mais incisive. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. C'est agréable de voir quelqu'un te regarder pendant que tu parles. Une chose si simple, une politesse si élémentaire. Et pourtant, cela manquait à mon mariage depuis si longtemps que j'avais oublié ce que cela représentait. Avec Sabrina, les conversations étaient devenues des performances où je rivalisais avec mon téléphone pour attirer l'attention du public. Même lorsqu'elle était physiquement présente, mentalement, elle était ailleurs, vivant sa vraie vie à travers un écran, tandis que j'essayais désespérément de compter chez moi. Avec Rachel, les conversations étaient de vraies conversations. Elle écoutait, répondait, participait. Quand je lui racontais ma journée, elle posait des questions complémentaires. Lorsqu'elle partageait des anecdotes sur son travail, j'étais le seul public dont elle avait besoin. Nous pouvions rester assis sur le canapé pendant des heures à discuter de tout, de l'actualité aux souvenirs d'enfance, sans ressentir le besoin de consulter nos téléphones ni de nous évader dans des distractions numériques. Elle est merveilleuse, m'a dit ma mère plus tard, une fois Rachel couchée. Vraiment merveilleuse. Tu as l'air heureuse. Vraiment heureuse. Je le suis, ai-je répondu pendant 1 minute. Les nouvelles de Sabrina arrivaient sporadiquement par l'intermédiaire de Léa,
qui était devenue ma source d'informations officieuse sur mon ancienne vie. Les nouvelles dressaient le portrait d'une personne dont la vie s'était complètement effondrée après que les personnes qu'elle avait privilégiées au détriment de son mariage aient repris leur vie en main. Elle était retournée vivre chez ses parents après le mariage de Kyle, une femme de 32 ans dormant dans sa chambre d'enfant faute de pouvoir se payer un logement. Le marché du travail dans notre ancienne ville était limité et sa coordinatrice de CV dans une petite association à but non lucratif ne faisait pas vraiment sensation. Adrienne était mariée maintenant. Blake était fiancé. Et Jordan avait apparemment créé sa propre entreprise à Denver. La sainte trinité du soutien émotionnel s'était dissoute, laissant Sabrina avec exactement ce qu'elle m'avait donné pendant les 6 derniers mois de notre mariage. Rien. Elle a redemandé de tes nouvelles. Léa me l'a dit lors d'un de nos appels mensuels, elle voulait savoir si tu étais heureuse, si tu lui avais déjà dit qu'elle te manquait. Que lui as-tu dit? La vérité. Que tu construisais une vie avec quelqu'un qui t'appréciait vraiment. Et c'était la vérité. Rachel et moi construisions quelque chose de concret, de durable, basé sur le respect mutuel et une affection sincère plutôt que sur les distractions numériques et la manipulation émotionnelle. Nous planifions un avenir ensemble, parlions d'acheter une maison, peut-être d'avoir un chien, de faire ce voyage en Europe dont nous rêvions. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Je l'ai dit à Rachel un soir, assise sur notre canapé, les pieds sur mes genoux, pendant que nous regardions une émission humoristique sans intérêt. Qu'est-ce que c'est? L'amour, ce n'est pas une question de grands gestes, de déclarations passionnées, ni même d'alchimie. C'est une question de présence. C'est choisir de s'engager pleinement avec la personne qui est en face de soi au lieu de toujours chercher mieux ailleurs. Elle m'a serré la main. La présence est sous-estimée. Sabrina n'a jamais compris ça. Elle pensait que l'amour était une question de sentiment, d'excitation, de reconnaissance de sa valeur par plusieurs personnes. Mais l'amour est en fait bien plus simple. Il s'agit d'être présent chaque jour, pour les conversations ennuyeuses comme pour les conversations passionnantes, pour les moments banals comme pour les occasions spéciales. Pour la personne, pas seulement pour l'idée qu'elle se fait, a ajouté Rachel. Exactement. 6 mois plus tard, j'ai demandé Rachel en mariage dans notre salon, un mardi soir au hasard. Pas de préparation élaborée, pas de gestes romantiques grandioses, juste une simple question posée pendant une pause publicitaire de l'émission que nous regardions ensemble. Veux-tu m'épouser? Ai-je demandé en sortant la bague que je portais depuis des semaines, attendant le bon moment. Oui, a-t-elle dit sans hésiter. Et puis nous avons éclaté de rire tous les deux, tellement c'était magnifiquement ordinaire, si parfaitement nous. Nous nous marions au printemps prochain lors d'une petite cérémonie, avec seulement nos familles et nos amis les plus proches. Pas de drame, pas de complications, pas de distraction numérique, juste 2 personnes qui se choisissent chaque jour, officialisant ainsi leur union. Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'étais resté. Si j'avais continué à rivaliser avec 3 hommes et un téléphone pour attirer l'attention de ma femme. J'aurais probablement passé des années à me sentir invisible, ignoré, sans importance. Je me serais convaincu que demander le respect le plus élémentaire était déraisonnable, que vouloir l'attention de mon conjoint était égoïste. Au lieu de cela, j'ai appris quelque chose d'inestimable. Quand quelqu'un vous dévoile ses priorités, croyez-le. Quand le silence est plus éloquent que ses paroles, écoutez-le. Et quand la solitude devient préférable à l'ignorance, il est temps de se choisir soi-même. La meilleure vengeance contre quelqu'un qui vous a traité comme si vous ne comptiez pas n'est ni la colère ni l'amertume. C'est construire une vie si belle que vous êtes reconnaissant qu'il vous ait révélé qui il était vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse vous faire, c'est la lucidité nécessaire pour partir. Nous sépare. Et laissez-moi vous dire une chose, au 30e mois, j'étais presque sûr que la mort viendrait de moi en m'étranglant avec mon propre mariage. Sonnerie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Oh non, ça aurait été trop facile. Si Sabrina avait été un cauchemar dès le premier jour, j'aurais filé plus vite qu'un trader de Wall Street en plein krach boursier. La blague cruelle, c'est qu'elle était incroyable. Vraiment incroyable. Le genre de femme qui mettait son téléphone en silencieux pendant le dîner sans qu'on le lui demande, qui écoutait vraiment quand je lui racontais ma journée au lieu d'attendre son tour. Elle riait à mes blagues idiotes. Et je dis bien vraiment rire, pas ce petit rire poli qu'on lance à son patron quand il se croit drôle. On avait ces conversations marathons qui duraient du dîner jusqu'à 2 heures du matin, parlant de tout et de rien. Nos rêves, nos peurs, l'existence des extraterrestres,
Pourquoi les hot-dogs sont vendus par paquet de 10, mais les petits pains par paquet de 8? Une profonde philosophie, vous savez. Elle se blottissait contre moi sur le canapé, son téléphone oublié sur la table basse comme une relique d'un passé révolu. C'était l'époque où je comptais vraiment. Quand j'étais la chose la plus intéressante dans son monde. Puis sont arrivées les retrouvailles. Il y a 6 mois, Sabrina a reçu un message Facebook qui a tout changé. Son équipe de fac se retrouvait pour un week-end nostalgique à Chicago. Adrien, Blake et Jordan, la sainte trinité de mon mariage détruit. Ce n'étaient pas n'importe quels amis de fac, remarquez. C'étaient ses proches, son équipe, les gars avec qui elle avait passé 4 ans à faire la fête, à étudier, et probablement à faire je ne sais quoi d'autre avec qui je ne voulais pas trop penser. Au début, j'étais content pour elle. Enfin, renouer avec ses vieux amis, c'est sain, non? C'est ce que tous ces articles et magazines sur les relations amoureuses vous disent. Entretenez vos amitiés individuelles. Ne vous perdez pas dans votre mariage. Tout ce Dr Phil qui semble génial en théorie, mais qui tourne au cauchemar quand votre femme commence à traiter son mari comme s'il perturbait sa vie. Le week-end n'était que le début. Elle est revenue radieuse, parlant sans arrêt de comment c'était incroyable de retrouver tout le monde, de voir comment ils avaient repris là où ils s'étaient arrêtés, de voir comment ces types l'avaient vraiment eu comme personne d'autre, et quel idiote. J'ai souri et hoché la tête comme le mari bienveillant que j'essayais d'être, même si quelque chose dans mon ventre me piquait déjà. Puis est arrivée la discussion de groupe. Bon sang, la discussion de groupe. Si je pouvais remonter le temps et empêcher une invention, oublier la bombe atomique, je ferais disparaître la messagerie de groupe. Ce petit son innocent de notification est devenu la bande-son de la mort lente et douloureuse de mon mariage. Matin, midi et soir, c'était le buzz, le buzz, le buzz. Et à chaque fois, Sabrina s'illuminait comme si elle venait de gagner au loto. Adrienne a encore des problèmes avec sa petite amie. Elle disait, les doigts volent déjà sur l'écran. Ou alors, Blake vient de publier le truc le plus drôle sur ses collègues. Ou mon préféré, Jordan a besoin de conseils pour savoir s'il doit accepter ce travail à Denver. Et c'est là que ça devient vraiment amusant. J'ai commencé à suivre. Ouais, c'est vrai. J'ai pété les plombs. Mon mari psychopathe a commencé à chronométrer ses réponses rapides. Ce qui commençait par des réponses de 30 secondes s'est transformé en conversation de 5 minutes, puis de 10, puis de 20 minutes. Je rentrais après m'être démené toute la journée à coordonner des expéditions, impatient de revoir ma femme, et elle était affalée sur notre canapé, en pleine conversation profonde et enrichissante avec 3 types qui vivaient dans des fuseaux horaires différents. Le dîner est devenu un spectacle. J'essayais de lui raconter ma journée, comment Jenkins, de la comptabilité, se comportait encore comme un con, ou comment on avait résolu ce cauchemar d'expédition avec l'entrepôt de Portland, et elle hochait la tête pendant que ses pouces travaillaient au fil du temps. Buzz buzz, rigolade. Pardon, qu'est-ce que tu disais? Buzz buzz. Oh mon Dieu, il faut que vous voyiez ça. Et puis elle me montrait une blague privée qui n'avait aucun sens parce que je ne faisais pas partie de leur petit club virtuel. J'ai essayé d'être patient. Vraiment. Quand elle passait toute notre session Netflix à envoyer des SMS, je montais le volume. Quand elle m'ignorait pendant le dîner, je m'éclaircissais la gorge et faisais des blagues jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Quand elle se retournait dans son lit pour répondre à un message à 23h, je fermais les yeux et faisais comme si ça ne me dérangeait pas. Mais voilà le truc avec la patience, elle n'est pas infinie. C'est plutôt comme un réservoir d'essence. Et le mien était à sec. Le pire, c'était de la voir s'animer pour eux comme elle ne l'avait pas fait pour moi depuis des mois. Ces types lui envoyaient un mème ou une vidéo stupide, et elle éclatait de rire, si sincère et joyeux que ça me serrait la poitrine. Quand était-ce la dernière fois que je l'avais fait rire comme ça? Quand était-ce la dernière fois que mes paroles avaient fait plus qu'un « oh » distrait pendant qu'elle tapait? Ils sont devenus son système de soutien émotionnel. Adrien avait des problèmes de copine et soudain, Sabrina était devenue conseillère conjugale, passant des heures à l'accompagner dans ses émotions. Blake se plaignait du travail et elle était devenue sa conseillère d'orientation. Jordan partageait une mise à jour de sa vie au hasard et elle répondait avec l'enthousiasme d'un animateur de jeux télévisés. Pendant ce temps, j'étais là. Son vrai mari, l'homme qui lui avait tenu les cheveux lors d'une intoxication alimentaire, qui était resté éveillé toute la nuit pendant que sa mère était à l'hôpital, qui avait renoncé à mon travail de rêve à Seattle parce qu'elle ne voulait pas quitter sa ville natale. Mais apparemment,
J'étais un fois haché comparé à ces trois princes du numérique qui pouvaient capter son attention d'un seul bip. Le point de rupture est survenu lors de ce qui aurait dû être notre dîner d'anniversaire. J'avais réservé dans ce restaurant de grillade chic du centre-ville, celui où il facture $50 pour un morceau de viande de la taille d'une carte de crédit. Nous sommes assis là, les bougies vacillantes, et elle a son téléphone posé sur la table comme si c'était un quatrième invité. Toutes les 2 ou 3 minutes, bourdonnement, et ses yeux se baissaient. On pourrait peut-être ranger le téléphone ? Ai-je demandé d'une voix légère. Juste pour le dîner, elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de se couper le bras. C'est juste la conversation de groupe. Je vais la mettre en silencieux. Silencieux. Pas loin. Silencieux. Parce que, Dieu m'en garde, elle ne raterait pas un seul instant précieux de leur conversation bouleversante sur les protéines en poudre, les crypto-monnaies ou tout ce dont les trentenaires parlent dans les groupes de discussion. C'est là que j'ai réalisé que je ne me battais plus pour attirer l'attention de ma femme. Je la combattais et je perdais la tête. Vous savez ce qu'on dit sur le fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions ? Eh bien, mon chemin vers le divorce a été pavé d'une conversation polie qui a dégénéré plus vite que Tchernobyl. C'était un mardi soir de début septembre, et j'avais eu ce qu'on pourrait appeler une révélation pendant mon trajet du retour. Coincé dans les embouteillages sur l'île 95, à écouter un podcast sur la communication saine dans les relations, j'ai décidé de jouer les adultes matures dans cette situation. Fini les raclements de gorge passifs-agressifs pendant le dîner. Fini le coup de théâtre quand son téléphone a sonné pour la 15e fois en 1 heure. J'allais avoir une vraie conversation honnête avec ma femme sur l'impact de ces SMS incessants sur notre mariage. Concept révolutionnaire, non? Je l'ai répété tout le long du trajet du retour. Reste douce, me suis-je dit. Utilise les phrases à la première personne. Ne sois pas accusatrice. Exprime simplement ce que tu ressens et travaille ensemble pour trouver une solution. Tout ce discours thérapeutique qui semble si raisonnable quand on est coincé dans les embouteillages, mais qui devient bien plus difficile quand on est face à la personne qui nous traite comme une plante d'intérieur depuis 6 mois. Je suis rentré chez nous vers 19h30, et elle était là, dans son habitat naturel, affalée sur le canapé, téléphone à la main, cette lueur familière se reflétant sur son visage comme si elle fixait le buisson ardent. La télé diffusait une émission de télé-réalité sur les gens qui collectionnent les chats ou quelque chose d'aussi stupide, mais elle ne la regardait pas. Elle était plongée dans le monde virtuel que les garçons avaient créé pour elle ce soir-là. « Salut bébé », ai-je dit en posant mes clés très fort. « Comment s'est passée ta journée ?» A-t-elle répondu sans lever les yeux. La réponse classique de Sabrina numéro 1. Même plus un mot. Juste des sons qui ressemblaient vaguement à de la communication humaine. J'ai pris une grande inspiration et je me suis lancé. Je me disais qu'on pourrait parler de quelque chose. Ses pouces continuaient de bouger. D'accord, quoi de neuf? Enfin, c'est à propos des textos. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être. Attends, m'a-t-elle interrompu en levant un doigt tandis qu'elle finissait de taper un message bouleversant, apparemment plus important que la conversation de son mari. Désolé, Adrienne est vraiment en difficulté en ce moment. Adrien. Bien sûr, c'était Adrien. Ce type était comme des sables mouvants émotionnels. Chaque fois que Sabrina essayait de l'aider avec son éternel drame de petite amie, elle s'enfonçait un peu plus dans son et s'éloignait un peu plus de notre mariage. J'ai attendu, la regardant taper ce qui ressemblait à une nouvelle pendant que je restais là, comme un idiot, ma mallette à la main. Finalement, après ce qui m'a semblé être 17 heures, mais qui n'était probablement que 3 minutes, elle a levé les yeux avec cette expression d'attente que les gens ont quand ils font semblant d'avoir j'étais attentive tout le temps. Désolé que tu dises. On n'y va plus. Je pensais dire qu'on pourrait peut-être fixer des limites au temps passé au téléphone. Rien de fou, juste pendant le dîner ou quand on essaie d'avoir des conversations. C'est un peu intimidant quand. Et c'est laquelle m'a lancé ce regard. Tu sais, celui-là. Les sourcils levés, la tête légèrement penchée sur le côté, comme si je venais de suggérer qu'on sacrifie une chèvre dans le salon. Écrasant. Ouais. Enfin, quand on envoie des textos sans arrêt, c'est difficile de. Tu me dis sérieusement que je ne peux pas parler à mes amis? Bon, attends. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Loin de là. Mais d'une manière ou d'une autre, en l'espace de 2 secondes, ma gentille demande de temps libre avec mon téléphone s'est transformée en un contrôlant qui voulait l'isoler de tous ceux qui lui étaient chers.
C'était comme regarder un magicien, sauf qu'au lieu de sortir un lapin d'un chapeau, elle a sorti un complexe de victime de nulle part. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ai-je répondu, essayant de garder mon ton de voix. Je demande juste un moment où nous sommes présents l'un pour l'autre, comme quand on dit nous qu'on regarde un film ensemble. Elle a ri, pas d'un rire joyeux. Un de ces rires aigus et dédaigneux qui fendent l'air comme une lame. Tu es jaloux de mes amis. C'est de ça qu'il s'agit. Jaloux. Le mot m'a fait l'effet d'une claque. Je ne suis pas jalouse. Je suis juste. Tu es contrôlant, Marcus. Et voilà, l'option nucléaire. Le mot qu'aucun mari ne veut entendre, surtout quand il essaie de sauver son mariage. Contrôlant, a-t-elle dit avec une telle assurance, une telle conviction, comme si elle avait attendu le moment idéal pour le déployer. Contrôlant, ai-je répété, sentant quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Vouloir dîner avec ma femme sans rivaliser avec 3 types au téléphone, c'est du contrôle. Oui, a-t-elle rétorqué en se redressant sur le canapé. Tu veux me dicter quand je peux parler à mes amis et quand je ne peux pas, c'est littéralement la définition du comportement contrôlant. Je me suis levé. Là, ma mallette toujours à la main, telle une statue de banlieue, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Étais-je autoritaire? Vouloir l'attention de ma femme pendant les quelques heures que nous passions ensemble chaque jour était-il vraiment une demande déraisonnable? Peut-être que c'était moi le problème. Peut-être que j'en demandais trop. Mais elle a continué à parler et tous mes doutes se sont envolés comme de la vapeur. Ce sont des amitiés importantes. Marcus Adrien traverse une rupture très difficile et il a besoin de soutien. Blake gère le stress au travail. Et Jordan, et moi? Les jeux interrompus. Et de quoi ai-je besoin? Elle a cligné des yeux comme si je venais de parler en grec ancien. Comment ça? Je veux dire, quand est-ce que je peux être importante? Quand est-ce que je peux être la personne à qui tu veux parler, avec qui tu veux rire et que tu veux soutenir? Son téléphone a explosé. Ses yeux se sont immédiatement posés dessus et j'ai vu son visage s'illuminer de ce sourire familier. Sans réfléchir, elle a commencé à le prendre. Non, ai-je dit doucement. Elle s'est figée, la main à mi-chemin du téléphone. Ne quoi? Décroche. Pour une fois, ne décroche pas le téléphone pendant qu'on discute du fait que tu ne le raccroches jamais. Tu es ridicule, dit-elle. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, maintenant. Une pointe de défensive qui me disait qu'elle savait exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Vraiment? Parce que je viens de te demander 5 minutes d'attention, et tu ne peux littéralement pas passer 5 minutes sans vérifier ce que font tes petits amis. Ce ne sont pas mes petits amis, dit-elle. Mais la protestation semblait faible, même à ses yeux, n'est-ce pas? Parce que tu les traites vraiment mieux que ton mari. Le silence qui suivit fut assourdissant. On se fixa du regard à travers le salon, et je vis quelque chose changer dans son expression, pas de la culpabilité. J'aurais préféré que ce soit de la culpabilité. C'était de l'irritation, de l'agacement, comme si c'était moi qui étais déraisonnable de lui faire remarquer qu'elle préférait envoyer des SMS à d'autres hommes plutôt que de parler à son mari. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle n'a même pas hésité. Elle l'a attrapé et a commencé à écrire. Je ne peux pas gérer ça maintenant, a-t-elle murmuré. Tu es paranoïaque et contrôlant, et j'ai besoin de conseils. De qui, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Des gens qui se soucient vraiment de mon bien-être. Et c'est là que quelque chose en moi s'est éteint. Pas dramatiquement, pas avec des feux d'artifice ou des larmes. Ça s'est juste arrêté comme un moniteur cardiaque lorsque le patient finit par abandonner. N'est-ce pas? Ai-je dit doucement. Des gens qui se soucient de votre bien-être. Elle était déjà plongée dans son téléphone, tapant à sa trinité de soutien émotionnel, leur racontant probablement tout sur son mari contrôlant, qui avait eu l'audace de vouloir son attention pendant 10 minutes. Je suis allé dans notre chambre, j'ai posé ma serviette et je me suis assise au bord du lit. Le mot « contrôlant » résonnait sans cesse dans ma tête, mais il ne me faisait plus douter de moi. Il me mettait en colère parce que je savais à quoi ressemblait, contrôlant, et que ce n'était pas demander à son conjoint de poser son téléphone pendant le dîner. Contrôler, c'était convaincre quelqu'un que ses demandes raisonnables étaient déraisonnables. Contrôler, c'était culpabiliser son partenaire de vouloir du respect et de l'attention. Contrôler, c'était réécrire la réalité si profondément que la victime commençait à douter de sa propre santé mentale. Et,
Assis dans notre chambre, à l'écouter rire à ce qu'Adrien, Blake ou Jordan venaient de dire, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas moi qui contrôlais ce mariage. C'était elle. 3 semaines avant de devenir officiellement un fantôme dans mon propre mariage, l'univers a décidé de me réserver un coup de théâtre qui allait tout changer. Il s'est présenté sous la forme de mon patron, Dave Martinez, qui a passé la tête dans mon bureau à 16h30 un mercredi après-midi avec cette expression. Celle qui annonçait généralement une très bonne ou une très mauvaise nouvelle, sans compromis. Bill, tu as 1 minute? J'ai besoin de te parler. J'ai sauvegardé la feuille de calcul sur laquelle je travaillais, un rapport d'inventaire abrutissant qui resterait probablement dans la boîte de réception de quelqu'un pendant 6 mois avant d'être supprimé, et j'ai suivi Dave à son bureau. Le type avait été mon superviseur depuis 3 ans, et pendant tout ce temps, je ne l'avais jamais vu aussi nerveux. Il sautait pratiquement sur sa chaise comme un gamin qui aurait bu trop de Mountain Dew. Alors, dit-il en se renversant en arrière et en souriant comme s'il venait de gagner au loto. Que penses-tu de Chicago? Chic, le mot m'a frappé comme une brique. Et Chicago? Le siège social ouvre un nouveau centre de distribution là-bas. Une grosse opération, 2 fois plus grande que ce que nous gérons ici. Ils ont besoin de quelqu'un pour diriger la gestion des opérations. Et ton nom est apparu. Il a glissé un dossier sur son bureau. Directeur des opérations, Marcus. Augmentation de salaire de 40%, indemnité de déménagement complète, voiture de fonction, tout le tralala. J'ai ouvert le dossier et les chiffres qui me fixaient me faisaient pleurer. Pas seulement le salaire, cependant. Seigneur, c'était sympa. Mais tout le reste, les frais de déménagement pris en charge, un logement temporaire, même de l'argent pour un voyage de recherche d'appartement. Ce n'était pas qu'une promotion. C'était une véritable transformation. Quand aurait-il besoin d'une réponse? J'ai demandé en essayant de garder une voix calme. 2 semaines, a dit Dave. Je sais que c'est rapide, mais ils veulent que ça démarre d'ici janvier. Ça t'intéresse? Intéressé? Il y a 6 mois, j'aurais fait des saltos arrière. L'occasion de diriger ma propre entreprise et d'utiliser le diplôme en logistique pour lequel je me suis démené pour gagner de l'argent pour la première fois de ma vie d'adulte. C'était le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une carrière, si on a de la chance. Mais il y a 6 mois, j'étais encore marié à une femme qui se souciait éperdument de mon existence. Ouais, je me suis entendu dire, ouais, je suis vraiment intéressé. Dave a souri et a tendu la main. C'est ce que je voulais entendre. Ramène les papiers à la maison, discutant avec Sabrina et tiens-moi au courant avant vendredi. Discutant avec Sabrina. D'accord. Ça devrait être amusant. Je suis rentré chez moi en quelques jours, le dossier posé sur mon siège passager comme un ticket de loterie gagnant. C'était ça. C'était ma chance. Notre chance. Je me suis repris, même si l'idée me semblait creuse. Une chance de prendre un nouveau départ. De peut-être sauver ce qui restait de notre mariage en nous éloignant du triangle amoureux numérique qui avait pris le dessus sur nos vies. Je suis entré dans notre appartement vers 18h, et Sabrina était là, dans sa position habituelle, à l'horizontale sur le canapé, le téléphone collé au visage, complètement absorbée par la conversation bouleversante qui se déroulait dans le groupe de discussion. La télévision diffusait une émission de cuisine qu'elle ne regardait pas, et il y avait des boîtes de plats à emporter sur la table basse, qu'elle n'avait pas pris la peine de ranger. « Salut bébé », ai-je dit en posant mes clés d'une voix encore plus forte. « J'ai des nouvelles. » La réponse prévisible fut « Oh là là ». Pas même un regard dans ma direction. Je suis resté là un instant, la serrant dans mes mains, à regarder ses pouces voler sur l'écran. Elle était complètement absorbée, souriant, tapant, s'arrêtant pour lire les réponses, tapant à nouveau. C'était comme regarder quelqu'un avoir une liaison en temps réel, sauf que les autres personnes n'étaient même pas dans le même état. Sabrina, 1 seconde, dit-elle en levant un doigt. Adrienne nous parle de son rendez-vous d'hier soir. Le rendez-vous d'Adrienne. Bien sûr, car ses escapades amoureuses étaient clairement plus importantes que les nouvelles que son mari pouvait avoir. J'ai attendu. 5 minutes se sont transformées en 10. 10 minutes se sont transformées en 15. Je pouvais voir son écran d'où je me trouvais. Elle ne se contentait pas de répondre à des messages. Elle participait activement à une discussion approfondie sur cette femme qu'Adrienne avait rencontrée dans un café, lui offrant des conseils, posant des questions complémentaires,
s'investissant dans la vie amoureuse de cet inconnu comme elle ne l'avait pas fait dans son propre mariage depuis des mois. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Pas dramatiquement, plutôt comme un élastique trop tendu depuis trop longtemps qui finit par céder. Un claquement discret, presque soulagé. Tu sais quoi? Ai-je dit en m'asseyant sur la chaise en face d'elle. Prends ton temps. J'attends. Quelque chose dans mon ton a dû capter mon attention, car elle a finalement levé les yeux, clignant des yeux comme si elle venait de réaliser que j'étais dans la pièce. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. J'ai juste une nouvelle potentiellement bouleversante à annoncer à ma femme. Mais bon, la vie amoureuse d'Adrienne est évidemment plus pressante. Elle a levé les yeux au ciel. En fait, elle a levé les yeux au ciel et est retournée à son téléphone. Ne dramatise pas. J'ai presque fini. Presque fini quoi? C'est une discussion de groupe, Sabrina. Ça ne finit jamais. Il y aura toujours un autre message, une autre crise, une autre raison pour laquelle 3 hommes que tu n'as pas vus en personne depuis 6 mois sont plus importants que ton mari. Tu es ridicule, a-t-elle dit. Mais je la vois bien taper à nouveau. Vraiment? Parce que je suis assise là avec une nouvelle qui pourrait changer tout notre avenir, et tu ne peux littéralement pas t'arrêter d'envoyer des textos assez longtemps pour l'entendre. Elle a soupiré. Le genre de soupir exagéré qu'on pousserait à un enfant qui interromprait une conversation d'adulte importante. Bon, quelles sont tes nouvelles? Mais voilà, j'en avais marre. Quelque chose dans sa façon de dire, d'accord, comme si elle me rendait un immense service en reconnaissant mon existence, a brisé le dernier espoir auquel je m'accrochais. En fait, laisse tomber, ai-je dit en me levant. Retourne voir tes petits amis. Ils ne sont pas à moi, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Comment les as-tu appelés? Tes petits amis, parce que c'est comme ça, hein? 3 mecs qui captent toute ton attention, toute ton énergie émotionnelle, tous tes plus beaux sourires, tes plus beaux rires et tes plus belles conversations. La seule différence entre eux et les vrais petits amis, c'est que tu n'es pas encore eux. Son visage est devenu blanc. Comment oses-tu? Comment oses-tu me faire remarquer que tu traites 3 types inconnus mieux que ton propre mari? Que tu préfères passer chaque instant à leur parler plutôt qu'avoir une conversation de 5 minutes avec moi. Elle était complètement redressée. Téléphone oublié pour la première fois depuis des semaines. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de mes amis. Tu m'as déjà posé cette question, dis-je doucement. Il y a quelques semaines, tu m'as demandé si j'étais jaloux de tes amis. Et tu as dit que j'avais dit oui. Mais tu sais quoi, Sabrina? Je l'ai regardé droit dans les yeux et, pour la première fois depuis des mois, je me suis senti complètement apaisé. Plus maintenant. Elle a cligné des yeux, la confusion remplaçant la colère sur son visage. Quoi? Plus maintenant. Je ne suis plus jalouse de tes amis. Tu sais quoi? Elle m'a juste fixé du regard parce qu'être jalouse m'obligerait à vouloir encore ce qu'ils ont. Et je ne veux plus de ton attention. Je ne veux plus de tes plus beaux sourires, ni de tes rires, ni de tes conversations profondes. Je ne veux plus rivaliser avec un téléphone pour l'affection de ma femme. Le silence s'est étendu entre nous comme un gouffre. Son téléphone a vibré sur le canapé à côté d'elle, et pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas immédiatement tendu la main. Plus maintenant, répétais-je. J'en ai marre de vouloir des choses de quelqu'un qui m'a clairement fait comprendre que je ne compte pas. Elle a ri, vraiment ri. Pas le rire sec et dédaigneux de notre dernière dispute, mais quelque chose de plus léger, presque soulagé. Bien. C'est ça, l'évolution, Marcus. Tu vois, c'est bien. Je t'avais dit que toute cette histoire de jalousie n'était pas saine. L'évolution. Elle appelait ça l'évolution. Je l'ai regardée fixement. Cette femme que j'avais épousée 3 ans plus tôt. Cette inconnue assise dans mon salon, célébrant le fait que son mari ne se souciait plus d'elle. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Ouais, ai-je dit doucement. L'évolution. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte et j'ai sorti mon ordinateur portable. L'email professionnel était facile à rédiger. Juste quelques lignes pour accepter le poste et demander les papiers de déménagement. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de changer d'avis. Du salon, j'ai entendu son téléphone vibrer à nouveau, suivi de ce rire familier qui me faisait bondir. Maintenant, ce n'était plus que du bruit. Des parasites en arrière-plan, une vie que je commençais déjà à laisser derrière moi.
L'évolution, me suis-je dit. Ouais, Sabrina, c'est bien l'évolution. Vous savez ce qu'il y a de drôle à coordonner la logistique pour gagner sa vie? Vous devenez vraiment doué pour planifier des opérations complexes sans que personne ne remarque ce que vous faites. Déplacer des milliers de kilos de stock d'un point à un point B nécessite de la précision, du timing et, par-dessus tout, la capacité d'exécuter un plan de manière si fluide que toutes les personnes impliquées pensent que cela s'est produit naturellement. Il s'avère que ces mêmes compétences s'avèrent utiles lorsque vous envisagez de disparaître de votre propre mariage. Cette nuit-là, après que Sabrina ait célébré mon détachement émotionnel comme si je venais de gagner un prix Nobel, je suis resté allongé dans mon lit en l'écoutant taper sur son téléphone et j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, la logistique. La première étape consistait à accepter la position de Chicago, ce que j'avais déjà fait. La deuxième étape consistait à trouver comment m'extraire de cet accident de train sans qu'elle s'en aperçoive jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. L'ironie était belle d'une manière tordue. Pendant des mois, elle avait été tellement absorbée par son triangle amoureux numérique qu'elle avait complètement cessé de prêter attention à tout ce que je faisais, ce qui signifiait que je pouvais pratiquement planifier une opération militaire juste sous son nez. Et tant que je n'interrompais pas son temps d'envoi de SMS, elle ne le remarquerait jamais. J'ai commencé petit, en mode recherche, comme n'importe quel projet logistique. J'ai consulté des listes d'appartements à Chicago sur mon ordinateur portable, marquant dans mes favoris les endroits qui semblaient corrects et qui n'étaient pas trop loin du nouveau centre de distribution. Des appartements d'une chambre, pas de 2 chambres, car il ne s'agissait plus de nous. C'était à propos de moi. Marcus Hill, directeur des opérations, repartant à zéro dans une ville où personne n'était au courant de mon échec épique de mariage. Le marché immobilier à Chicago a été brutal, mais le programme de réinstallation a été suffisamment généreux pour que cela fonctionne. Je pourrais me permettre quelque chose de sympa, peut-être même dans un de ces immeubles de grande hauteur du centre-ville avec une salle de sport et une porte, mec. Le genre d'endroit que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais suggéré parce que Sabrina l'aurait qualifié de prétentieux alors qu'elle écoutait à moitié et envoyait des SMS à ses garçons. La deuxième phase était l'appartement lui-même. Notre bail était au mois, ce sur quoi nous nous étions mis d'accord l'année dernière lorsque Sabrina n'arrivait pas à décider si elle voulait déménager dans un logement plus grand. Encore un coup de chance car rompre un bail amphithéotique aurait été compliqué et coûteux. Au lieu de cela, j'ai simplement dû donner un préavis de 30 jours à notre propriétaire, Monsieur Peterson, qui allait probablement organiser une fête lorsque nous déménagerions de toute façon. Nous n'étions pas vraiment ses locataires préférés. Principalement parce que Sabrina avait l'habitude de mettre de la musique trop fort lorsqu'elle passait des appels vidéo avec sa trinité de soutien émotionnel. Le timing devait être parfait. Corporate me voulait à Chicago avant le 1er janvier, ce qui m'a donné environ 6 semaines pour exécuter toute cette opération. Je devais donner un préavis pour l'appartement, organiser les déménageurs, installer les services publics à Chicago et faire tout cela d'une manière ou d'une autre sans que ma femme, qui vivait à 3 pieds de moi, ne s'en rende compte. Mais voici le problème avec les gens qui sont complètement égocentriques, ils ne remarquent rien qui ne les affecte pas directement. Et comme Sabrina m'avait essentiellement considéré comme papier peint il y a des mois, j'étais de toute façon quasiment invisible. J'ai commencé par la recherche d'un appartement. Pendant mes pauses déjeuner, j'appelais les propriétaires de Chicago et planifiais des visites virtuelles. Ouais, je déménage pour le travail, je leur dirais. Je cherche quelque chose de disponible le 1er janvier. Juste moi, pas nous. Les mots me parurent étranges au début, puis libérateurs. Plus besoin de négocier sur les quartiers ou les commodités ou sur la question de savoir si la cuisine est assez grande pour 2 personnes qui se parlent à peine. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, à la maison, Sabrina poursuivait sa programmation régulière. Elle se réveillait, vérifiait son téléphone avant que ses pieds ne touchent le sol et se plongeait immédiatement dans le drame qui se déroulait dans la discussion de groupe. Adrienne avait toujours des problèmes de petite amie. Apparemment, le rendez-vous au café s'était bien passé, mais maintenant il réfléchissait trop. Blake faisait face à une crise professionnelle qui nécessitait un soutien émotionnel constant. Jordan prévoyait un voyage à Denver et avait besoin de l'avis de Sabrina sur tout, des restaurants aux sentiers de randonnée. Je suis devenu un maître du compartimentage. Pendant la journée, je m'acquittais de mes responsabilités professionnelles actuelles tout en coordonnant secrètement mon plan d'évacuation. Je planifiais des entretiens téléphoniques avec des propriétaires de Chicago pendant mes vacances, je faisais des recherches sur les entreprises de déménagement tout en déjeunant à mon bureau et je prenais même quelques jours de maladie pour m'y rendre et visiter les appartements en personne. L'appartement que j'ai finalement choisi était parfait.
Un T2 à Lincoln Park avec d'immenses fenêtres, du parquet et une cuisine qui était en fait plus grande que la nôtre actuelle. La propriétaire, Madame Chin, était une femme absurde d'une cinquantaine d'années qui effectuait des vérifications de crédit comme si elle examinait les candidats à la CIA. Lorsqu'elle a approuvé ma candidature, j'ai ressenti cette bouffée d'enthousiasme que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Cela se passait réellement. Le premier mois de loyer plus le dépôt de garantie, a-t-elle dit au téléphone. Date d'emménagement, 1er janvier. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'en discuter avec votre femme d'abord? Non, ai-je dit, et le mot est sorti plus facilement qu'il n'aurait dû. C'est ma décision. L'entreprise de déménagement était la suivante. J'ai appelé et obtenu des devis, et j'ai choisi une société appelée Midwest Express, spécialisée dans les déménagements sur de longues distances. Le gars avec qui j'ai parlé, Tony, était un franc-tireur qui avait entendu toutes les histoires de SAP dans le livre. Déménagement d'entreprise, m'a-t-il demandé lorsque j'ai expliqué la situation. Quelque chose comme ça. J'ai dit, ma femme vient avec toi? Non, il y a eu une pause. Ah, une de ces délocalisations. Nous en faisons beaucoup. Ne vous inquiétez pas, nous sommes discrets. Quand vous voulez que nous soyons là, samedi matin tôt, vers 7 heures, vous l'avez. Espèce ou chèque d'entreprise? Un chèque d'entreprise. Parce que les entreprises payaient pour ce déménagement, ce qui signifiait qu'elles finançaient littéralement mon évasion du mariage dont elles ignoraient la fin. La paperasse était la partie la plus délicate. J'ai dû changer d'adresse auprès de la banque, rediriger mon courrier, transférer la carte grise de ma voiture, mettre à jour mon assurance, 1000 petits détails qui pouvaient alerter Sabrina si elle était attentive. Mais elle ne l'était pas. Elle était trop occupée à jouer au thérapeute auprès de 3 hommes qui vivaient dans des fuseaux horaires différents pour remarquer que son mari s'effaçait systématiquement de leur vie commune. J'ai commencé petit avec les affaires. Quelques livres par-ci, quelques vieux DVD par-là, des trucs dont elle n'avait jamais remarqué qu'il manquait. J'emballais les choses et les mettais dans ma voiture, puis je les stockais dans une unité de stockage que j'avais louée à l'autre bout de la ville. Lentement mais sûrement, je réduisais mon empreinte dans notre appartement sans laisser de vide évident. Le plus dur était de faire comme si tout était normal. Rentrer à la maison tous les jours pour la voir vivre sa meilleure vie avec Adrien, Blake et Jordan pendant que je planifie ma stratégie de sortie. Assister à des dîners où elle m'ignorait complètement, sachant que c'était probablement la dernière fois que je devrais l'endurer. Faire de petites discussions sur les projets du week-end alors que je savais qu'au moment où ces week-ends arriveraient, j'établirais une nouvelle vie à Chicago. Mais tu sais quoi? Ce n'était pas si difficile de faire semblant car la vérité était que plus rien n'était normal. Nous n'avions pas de vraies conversations. Nous ne faisions pas de projets d'avenir ensemble. Nous ne regardions même pas les mêmes émissions de télévision. Nous n'étions que 2 personnes partageant un appartement et une hypothèque, vivant des vies complètement séparées sous le même toit. L'appel le plus proche est survenu environ 3 semaines après le début de ma phase de planification. J'étais au téléphone avec l'entreprise de déménagement pour finaliser quelques détails sur la taille du camion lorsque Sabrina est entrée dans la cuisine. Je suis rapidement passé à parler d'inventaire de travail. Assez simple puisque le vocabulaire logistique est un vocabulaire logistique, que vous déplaciez des pièces automobiles ou toute votre vie. Des trucs de travail ennuyeux, dis-je quand elle me regarda d'un air interrogateur. Je suis à la maison, répondit-elle en attrapant déjà son téléphone. Crise évitée. À la mi-décembre, tout était en place. L'appartement de Chicago était prêt. Les déménageurs étaient programmés. Ma transition professionnelle. Parfois, l'univers a un sens de l'humour si tordu qu'on ne peut s'empêcher d'apprécier le côté artistique de tout cela. J'avais passé des semaines à planifier le moment idéal pour parler de Chicago à Sabrina pendant un dîner, peut-être, ou pendant l'un de ces rares moments où son téléphone n'était pas chirurgicalement attaché à sa main. J'avais répété différentes versions de la conversation, de douces et d'excuses à ferme et finale. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ma sœur Léa fasse exploser toute mon opération avec une seule publication sur Instagram. C'était un jeudi soir à la mi-décembre et j'étais dans la cuisine faisant semblant de me soucier de la pizza surgelée que j'avais jetée au four pendant que Sabrina faisait la cour sur le canapé avec son Hermès numérique. Routine de nuit standard en semaine. Moi traversant les mouvements de la vie domestique pendant qu'elle vivait sa vraie vie à travers un écran. En fait, je me sentais plutôt bien dans ma peau en sachant que dans un peu plus de 2 semaines, cette mascarade pathétique serait terminée. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu.
Pas les rires habituels ou les frappes rapides qui étaient devenus la bande originale de notre mariage. C'était différent. Une forte inspiration suivie d'un silence complet. Dans une maison où le silence était devenu plus rare que les licornes. Cela a attiré mon attention très rapidement. Marc. Sa voix traversa la cuisine comme un couteau. Pas et bébé ou chéri ou aucun des termes désinvoltes qu'elle utilisait lorsqu'elle avait besoin que je lui attrape quelque chose. Juste mon nom prononcé comme une accusation. Je me suis retourné et l'expression de son visage m'a fait tomber le ventre. Elle regardait son téléphone, mais pour une fois elle ne souriait pas. Son visage était devenu complètement blanc, comme si elle venait de voir un fantôme, ou comme si elle venait de découvrir que son mari avait prévu de la fantôme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, même si j'étais déjà presque sûr de savoir. Elle a levé son téléphone et il était là. L'histoire Instagram de Léa a été publiée il y a environ 20 minutes. Une photo d'une bouteille de champagne avec la légende, tellement fier de mon grand frère, Chicago, le voici. Parti popé, nouveau travail, nouvelle ville, nouvelles aventures. Hashtag #PFierSœur dièse Chicago Bound hashtag nouveau départ. Léa, bénisse son cœur, a toujours été ma plus grande pom-pom girl. Quand je l'ai appelée pour lui parler de la promotion, elle était aux anges, me disant que c'était exactement ce dont j'avais besoin et à quel point elle était excitée à l'idée de mon nouveau départ. J'avais mentionné que je ne l'avais pas dit. Sabrina encore, mais apparemment, Léa avait supposé que la conversation avait eu lieu maintenant. Oups. De quoi Sabrina parle-t-elle? Promu, dis-je simplement. J'entendais la télévision des voisins à travers le mur. Un jeu télévisé où les gens criaient pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, dans notre appartement, on aurait pu entendre une mouche voler. La nuit où tu m'as dit de prendre mon temps parce que la vie amoureuse d'Adrienne était plus importante que tout ce que j'avais à dire, j'ai regardé son visage tandis que le souvenir de ses yeux s'écarquillait légèrement, elle se souvenait en fait de m'avoir envoyé cette nuit-là. Ceux de mon petit ami. C'était exactement mon cas. Ouais, j'ai dit tant pis parce que tu as dit clairement que quoi que j'avais à dire ne valait pas la peine d'interrompre ta séance d'envoi de SMS. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Son téléphone oublié sur ses genoux. C'était probablement le plus longtemps qu'elle avait passé sans le vérifier depuis des mois. Donc, tu viens de décider de déménager à Chicago sans m'en parler. J'ai décidé d'accepter un emploi qui m'était proposé. Un très bon travail, en fait. Responsable des opérations, augmentation de salaire de 40%, package complet de déménagement. Le genre d'opportunité que la plupart des gens seraient ravis de partager avec leur conjoint. Mais tu ne l'as pas partagé avec moi. J'ai essayé. Jésus-Christ, Sabrina. J'ai essayé de te le dire, et tu n'as littéralement pas pris la peine d'écouter. Tu étais trop occupé à jouer le rôle de conseiller relationnel auprès de 3 gars qui ne vivent même pas dans le même état que nous. Son téléphone est en panne. Ses yeux se tournèrent immédiatement vers lui. Instinct pur, comme un papillon de nuit devant une flamme. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu son visage commencer à changer. J'ai vu ce sourire familier commencer à se former, puis elle s'est rattrapée. Elle m'a regardé à nouveau, mais le mal était fait. Même au milieu de la plus grande dispute de notre mariage, elle n'a pas pu s'empêcher de vérifier ce que faisaient les garçons. Êtes-vous sérieusement en train de vérifier votre téléphone en ce moment? Ai-je demandé. Je ne l'étais pas. Je viens de faire quoi? Vous avez vu une notification et vous n'avez pas pu vous en empêcher? Même maintenant? Même si vous êtes soi-disant choqué et bouleversé que votre mari déménage à Chicago? Elle posa le téléphone face contre terre sur le canapé, mais je pouvais voir ses doigts se contracter vers lui. Il ne s'agit pas de mon téléphone. Il s'agit de toi qui prends une décision importante dans ta vie sans me consulter. Vous consultez? J'ai ri et cela a été plus dur que ce que j'avais prévu. Quand exactement devais-je vous consulter? Entre votre check-in du matin avec Adrien et votre séance de thérapie de l'après-midi avec Blake? Ou peut-être pendant? Votre soirée comique avec Jordan? Ce sont mes amis. Non, ce n'est pas le cas. Les amis ne monopolisent pas chaque instant de votre attention. Les amis ne vous obligent pas à ignorer votre mari pendant des mois. Les amis ne deviennent pas plus importants que votre mariage. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle n'y jeta même pas un coup d'œil. Mais je pouvais voir l'effort que cela demandait. Tout son corps était tendu. Comme si elle combattait tous ses instincts. Et alors?
Vous venez juste de partir? Juste comme ça. Juste comme ça. J'ai confirmé. 1er janvier. Les déménageurs arrivent samedi matin. Samedi. Ce samedi. Sa voix se brisa. Marcus, c'est dans 2 jours. Je sais quel jour nous sommes. Vous ne pouvez pas simplement. C'est insensé. Nous devons en parler. Nous devons comprendre cela. Comprendre quoi? Comment faire en sorte que cela fonctionne? Comment sauver notre mariage? Je secouai la tête. Sabrina, à quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé? Vraiment? Il m'a regardé pendant plus de 30 secondes sans vérifier votre téléphone. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Son téléphone a sonné une 3e fois et je l'ai vu se retenir physiquement de l'atteindre. C'est ce que je pensais. J'ai dit, vous ne pouvez même pas passer 5 minutes sans vouloir voir ce qu'ils disent. Même maintenant, au milieu de cette conversation, tu meurs d'envie de savoir ce qui se passe dans cette discussion de groupe. Nous savions tous les deux exactement à qui elle voulait demander conseil au sujet du départ de son mari, n'est-ce pas? Dis-je doucement. Vous avez besoin de conseils d'Adrien, Blake et Jordan sur la façon de gérer le fait que votre mari soit fatigué d'être traité comme s'il n'existait pas. Cette fois, elle l'a craqué et a commencé à taper, ses doigts volant sur l'écran pour le moment, marmonna-t-elle sans lever les yeux. Parler à des gens qui se soucient vraiment de moi bien-être. Et voilà, le dernier clou dans le cercueil de notre mariage. Son mari lui dit qu'il déménage à Chicago. Et son premier réflexe est d'envoyer des SMS à 3 autres gars pour obtenir des conseils. Non pas pour se battre pour notre relation, non pas pour lui demander ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses, mais pour courir directement vers les mêmes personnes qui avaient contribué à détruire notre mariage en premier lieu. Des gens qui se soucient de votre bien-être, répétai-je. Bien. Je me dirigeai vers la chambre et commençai à emballer le reste de mes vêtements. Depuis le salon, je pouvais l'entendre taper furieusement, décrivant probablement toute la situation pour son système d'assistance numérique, leur demandant ce qu'elle devait faire, comment elle devait gérer cela, si j'étais raisonnable ou non. Mais voici ce qui est drôle de demander conseil à des personnes qui n'ont jamais rencontré votre mari et qui n'entendent que votre version de l'histoire. Ils vont probablement vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Et ce que Sabrina voulait entendre, c'est que tout était de ma faute. Samedi matin est arrivé comme la bataille de boss finale dans un jeu vidéo auquel vous n'avez jamais voulu jouer. J'avais réglé mon réveil à 6 heures. Je prévoyais de me lever et de prendre de la caféine avant l'arrivée des déménageurs à 7 heures. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de me réveiller au bruit de plusieurs portes de voitures claquant devant notre immeuble à 6h15 du matin. Je me suis trébuché vers la fenêtre et j'ai regardé le parking, et ce que j'ai vu m'a fait me demander si je rêvais encore ou si je faisais encore un cauchemar. Il y avait la Honda Civic de Sabrina, ce qui était logique puisqu'elle vivait ici. Mais garée à côté se trouvait une camionnette noire que je ne reconnaissais pas, une berline bleue qui ressemblait à une voiture de location et un camion U-Haul jaune qui n'était certainement pas là quand je me suis couché. La cavalerie était arrivée. J'ai enfilé un jean et un t-shirt et me suis dirigé vers le salon où j'ai trouvé Sabrina faisant les 100 pas comme un tigre en cage, son téléphone pressé contre son oreille. Elle portait la tenue qu'elle réservait habituellement aux entretiens d'embauche ou aux comparutions devant le tribunal. Pantalon noir, chemisier blanc, cheveux tirés en arrière en chignon sévère. Je portais de la peinture. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, disait-elle au téléphone. Vous avez pris un café, les gars? Cela va prendre du temps. Elle m'a repéré tapis dans le couloir et a baissé le téléphone. On a besoin de parler de quoi? Je pensais que nous avions tout couvert hier soir. Sur la façon dont nous allons répartir les choses équitablement. Assez. C'était riche. Depuis 6 mois, elle partageait son attention entre moi et 3 autres gars. Et j'avais reçu peut-être 20% du total. Maintenant, elle voulait parler d'équité. Il n'y a rien à partager. J'ai dit, tout ce qui se trouve dans cet appartement est à moi. Je l'ai acheté. Je l'ai payé. Il est à mon nom. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas tout prendre. Regardez-moi. C'est alors qu'on sonna à la porte. 7 heures précises. Les déménageurs ont été ponctuels. Je leur donne ça. J'ai ouvert la porte pour trouver Tony du Midwest Express. Un type d'une 40aine d'années à la poitrine ronde,
avec des bras comme des troncs d'arbres et le genre de moustache qui appartenait à un film policier des années 1980. Bonjour, monsieur Hill. Prêt à mettre ce spectacle en route? Plus que prêt, dis-je. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, j'entendis des pas dans les escaliers derrière Tony. Des pas lourds, plusieurs séries de pas. Et c'est à ce moment-là que les renforts de Sabrina font leur grande entrée. Le premier à monter les escaliers était Adrien, grand, mince, avec ses cheveux hipster soigneusement ébouriffés qu'il lui a probablement fallu 1 heure pour les réaliser, et une barbe qui criait « Je suis sensible et artistique ». Il portait un jean de marque et une chemise en flanelle qui coûtait plus cher que mon paiement mensuel pour ma voiture. Juste derrière lui venait Blake, plus petit et plus trapu avec une sorte de silhouette de frère de Jim qui suggérait qu'il passait plus de temps à prendre des selfies qu'à soulever des poids. Et à l'arrière se trouvait Jordan, qui ressemblait exactement à ce que vous obtiendriez si vous commandiez un homme blanc générique sur un catalogue. Mais la véritable surprise fut la 4e personne de leur petit groupe de guerre. Kai, la meilleure amie de Sabrina depuis l'université, portant ce qui semblait être un presse-papier et arborant l'expression de quelqu'un qui s'apprêtait à mener une réunion d'affaires très sérieuse. « Messieurs, dit Tony, l'air confus. Nous allons avoir un problème ici. » « Pas de problème, dis-je rapidement. Juste quelques observateurs. » Adrien s'est avancé et j'ai pu pour la première fois bien voir le gars qui monopolisait l'attention de ma femme depuis 6 mois. Il était exactement ce à quoi je m'attendais. Le genre de mec qui utilisait probablement des mots comme problématique dans une conversation informelle et qui avait des opinions bien arrêtées sur le café artisanal. Et mec, dit-il en tendant la main comme si nous étions de vieux amis réunis pour un brunch. Je m'appelle Adrien. Nous devons parler de toute cette situation. J'ai regardé sa main tendue comme si c'était un poisson mort. Non, vraiment pas, Marcus, dit Sabrina en s'interposant entre nous. Ce sont mes amis. Ils sont là pour nous aider à résoudre ce problème comme des adultes. Trouver une solution? Je déménage. Fin de l'histoire. Blake, décidant apparemment que c'était à son tour de jouer le médiateur, s'est avancé. Écoute, mon frère, nous savons que tu es contrarié, mais tu ne peux pas tout prendre. Sabrina a également contribué à ce foyer. Mon frère, il m'a en fait appelé mon frère. J'ai senti mes yeux commencer à se contracter. Contribuer comment? J'ai demandé. En m'ignorant pendant 6 mois pendant qu'elle je vous ai envoyé un texto en transformant notre mariage en une discussion de groupe. Ouais, c'est une contribution vraiment précieuse. Jordan, pour ne pas être en reste par ses copains, a décidé de prendre la parole. Mec, ce n'est pas juste. Sabrina a traversé beaucoup de choses, et nous la soutenons en tant qu'amis, n'est-ce pas? Un match de tennis. Monsieur Hill, mon équipe va arriver d'une minute à l'autre. Nous devons savoir ce que nous déplaçons et ce que nous laissons. Tout, dis-je. Nous déplaçons tout. Cela n'arrive pas, annonça Kai en consultant son presse-papier. Sabrina a autant de droits que vous sur les meubles et les articles ménagers. Je l'ai regardé. Vraiment? Parce que je suis presque sûr que lorsque vous achetez quelque chose avec votre propre argent, cela vous appartient. Le mariage ne fonctionne pas de cette façon, a déclaré Adrienne comme s'il était une sorte d'expert juridique. Les lois sur la propriété communautaire. Nous vivons dans un état de propriété séparée, l'interrompis-je. Et nous n'avons pas de biens communs. Tout dans cet appartement est à mon nom parce que je l'ai acheté avec mon argent. Ne sois pas mesquin, mec, dit Blake en secouant la tête. Elle t'a donné 3 bonnes années. Elle mérite et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas le claquement silencieux et contrôlé de jeudi soir, mais un claquement explosif qui a résonné dans l'appartement comme un coup de feu. Ça m'a été donné, répétai-je d'une voix basse et dangereuse. M'a donné 3 bonnes années. Blake hocha la tête, pensant clairement qu'il avait fait valoir un argument raisonnable. Ouais, mec. 3 ans de mariage. Ça vaut quelque chose. 3 ans de mariage, dis-je lentement. Laissez-moi vous dire ce que valaient ces 3 années. Les 2 premières années et demie ont été géniales. Incroyables. Même moi, j'étais marié à une femme qui se souciait vraiment de mon existence. Mais les 6 derniers mois, elle vous a donné 3 bonnes années. Vous avez eu son attention, son énergie émotionnelle, ses plus beaux sourires et rires. Vous avez eu la femme que j'ai épousée pendant que j'avais ce qui restait. Ce n'est pas Adrien qui a commencé. Tais-toi, lui ai-je dit.
Et quelque chose dans mon ton l'a fait prenez du recul. Vous n'avez pas l'occasion de parler. L'un d'entre vous veut savoir à quoi ressemble Petty, ce serait moi qui enverrais des captures d'écran de toutes vos conversations nocturnes à vos copines. Petty, ce serait moi qui publierais comment 3 hommes adultes ont passé 6 mois à manipuler émotionnellement ma femme pour qu'elle ignore son mariage, ce qui rendrait cela aussi difficile et embarrassant que possible pour toutes les personnes impliquées. Ça, j'ai continué, tu sais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas mesquin. Je suis pratique et pratiquement, vous avez gagné le prix. Vous vouliez son attention. Félicitations. Tout est à toi maintenant. Vous vouliez son investissement émotionnel. Elle est tout à toi. Vous vouliez être la personne la plus importante de sa vie. Mission accomplie. Tony s'éclaircit la gorge. Monsieur Hill, l'équipe est là. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le camion du Midwest Express entrer dans le parking, suivi de 2 autres gars en uniforme de l'entreprise. Temps de jeu. Tout se passe. J'ai dit à Tony, meubles, appareils électroniques, articles de cuisine, tout. S'il y a une confusion sur la propriété, ces gens sympathiques ont dans leur voiture mes relevés de cartes de crédit qui montrent tous les achats effectués au cours des 3 dernières années. Vous avez en fait apporté des reçus, demanda Jordan, l'air incrédule. Traced back to my bank account. Sabrina finally looked up from her phone. Marcus, please, can we just what? Work something out? Come to a compromise? Maybe split things 50-50 even to you contributed exactly $0 to any of it. He contributed in other way, she said weakly, like what? Emotional support? Because he had to break it to you, before the last 6 months, you've been giving that away for free to 3 guys who don't even live here. The movers were déjà au travail, emballer des meubles et charger des cartons. Tony faisait bouger son équipage avec une précision militaire. Ces gars savaient clairement ce qu'ils faisaient. Pendant ce temps, le groupe de soutien de Sabrina se tenait là, comme s'il s'attendait à une sorte de négociation et s'est plutôt lancé dans une OPA hostile. C'est insensé, a déclaré Kai en griffonnant furieusement sur son presse-papier. Tu ne peux pas simplement prendre le canapé. Sabrina dort sur ce canapé. Ce n'est pas mon problème, dis-je. Peut-être qu'un de ses petits amis a un canapé sur lequel elle peut s'asseoir. Le visage d'Adrienne rougit. Ce ne sont pas ses petits amis, n'est-ce pas? Parce que vous agissez vraiment comme des petits amis. Vous obtenez toute son attention. Vous êtes les premières personnes à qui elle veut parler quand quelque chose arrive. C'est vers vous qu'elle se tourne pour obtenir un soutien émotionnel. La seule différence entre vous et vos vrais petits amis, c'est qu'elle n'est pas à vous. Pourtant, ajouta Blake dans un souffle et il eut immédiatement l'air de regretter de l'avoir dit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le visage de Sabrina est devenu blanc. Pourtant, j'ai répété, est-ce que vient de le dire? Blake leva les mains. Je ne voulais pas dire non, je pense que tu pensais exactement ce que tu as dit. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? 3 gars qui jouent le long jeu, attendant que son mariage s'effondre pour que vous puissiez intervenir et être les héros qui ramassent les morceaux. Ce n'est pas vrai, dit Sabrina. Mais sa voix était à peine un murmure, n'est-ce pas? Parce que, d'où je me trouve, il semble que vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Vous avez aidé à détruire mon mariage, et maintenant vous allez réconforter la pauvre épouse abandonnée. Félicitations, messieurs. Vous avez parfaitement joué le jeu. L'un des déménageurs, un jeune homme d'accent grave peine 20 ans, s'est arrêté en train d'emballer notre téléviseur. Un patron, ça devient assez lourd. Devons-nous continuer à travailler? Dit fermement Tony. Nous sommes des professionnels. Nous ne nous impliquons pas dans les situations domestiques. Homme intelligent. C'était exactement le genre de cluster qui pouvait vite tourner mal. Adrien en a essayé un plus de temps. Écoute, Marcus, nous sommes tous des adultes ici. Nous pouvons résoudre ce problème. Nous sommes tous des adultes. J'ai ri. Les adultes ne passent pas 6 mois à saper le mariage de quelqu'un et se présentent ensuite le jour du déménagement pour revendiquer la supériorité morale. Des adultes auraient dit à leur ami de poser le téléphone et de parler à son mari. Les adultes auraient reconnu qu'une femme mariée ne devrait probablement pas envoyer de SMS à 3 hommes plus qu'elle ne parle à son conjoint. Elle est à toi maintenant, dis-je en les regardant directement tous les 3. Tout à toi.
profiter de la soirée de jeu, et sur ce, je suis sorti de l'appartement, les laissant regarder les déménageurs démanteler systématiquement la vie que j'avais construite avec une femme qui avait choisi tout le monde sauf moi. Le meilleur, alors même que son monde entier était chargé dans un camion, je pouvais voir Sabrina vérifier son téléphone. Certaines habitudes ne meurent jamais. Le trajet jusqu'à Chicago a duré 8h17 de silence pur et ininterrompu, et c'était le plus paisible que j'ai ressenti depuis des mois. Pas de téléphone qui bourdonne, non-rire à cause de blagues intérieures dont je ne faisais pas partie. Pas de compétition avec 3 petits amis numériques pour une reconnaissance humaine de base. Juste moi, ma voiture et la route ouverte qui s'étendait comme une promesse de meilleures choses à venir. J'avais chargé une playlist de podcasts pour le voyage, des trucs d'affaires, quelques épisodes de vrais crimes et une émission spéciale de comédie qui m'a fait rire à haute voix pour la première fois depuis des semaines, pas le rire amer et sarcastique qui était devenu ma réponse par défaut à l'absurdité de mon mariage. Ça faisait du bien de se rappeler c'était un véritable amusement. Vers la 4e heure, quelque part entre Indianapolis et Gary, mon téléphone a commencé à vibrer de SMS. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. Tout ce que Sabrina et son groupe de soutien préparaient pouvait attendre que je sois en sécurité dans mon nouvel appartement. Pour la première fois depuis 6 mois, j'étais exactement là où je voulais être, seul avec mes pensées, en route vers un avenir qui m'appartenait entièrement. L'horizon de Chicago est apparu au coucher du soleil. Toutes les tours brillantes et possibilités. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des lustres. Excitation. Pas l'excitation nerveuse et anxieuse de se demander si votre femme allait reconnaître votre existence ce soir-là, mais l'excitation purement électrique de recommencer. Table rase, nouveau départ, nouvelle vie. Mon appartement était tout ce que j'espérais et bien plus encore. Madame Chin m'a accueilli à l'entrée du bâtiment avec les clés et une poignée de main absurde. Bienvenue à Chicago, Monsieur Hill. Les déménageurs ont dit qu'ils seraient là demain matin. Parfait, dis-je et je le pensais. L'endroit était magnifique. Plancher de bois franc qui brillait dans la lumière du soir, d'immenses fenêtres donnant sur Lincoln Park, une cuisine plus grande que toute mon ancienne chambre. Mais le meilleur, c'est le silence. Beau silence doré qui n'appartenait qu'à moi et à personne d'autre. Aucune notification de discussion de groupe. Pas d'appel vidéo avec soutien émotionnel, frère. Pas de bavardage numérique constant qui noie mes propres pensées. J'ai commandé une pizza dans un endroit en bas de la rue. Plat profond. Parce que lorsque j'étais à Rome et que j'étais assis par terre dans mon salon vide, mangeant directement de la boîte et planifiant ma nouvelle vie. Demain, les meubles arriveraient. Lundi, je commencerai mon nouveau travail. Et je n'aurai plus jamais à rivaliser avec un téléphone pour attirer l'attention chez moi. Les déménageurs sont arrivés tôt dimanche matin. Même équipage qu'hier, mais dans une bien meilleure humeur. Pas de drame relationnel à gérer, juste de la logistique. Tony a supervisé pendant que ses gars réassemblaient ma vie dans un espace qui me ressemblait vraiment à la maison. Bel endroit, dit Tony pendant que nous les regardions installer ma télé. Grosse amélioration par rapport à l'ancien appartement. Ouais, dis-je. Nouveau départ. Cela fonctionne toujours mieux que ce que les gens pensent, a-t-il déclaré. Dit sciemment. J'avais beaucoup de clients dans votre situation. La plupart d'entre eux m'ont dit plus tard que c'était la meilleure décision qu'ils aient jamais prise. Le lundi matin est arrivé à toute vitesse et entrer dans le nouveau centre de distribution m'a donné l'impression d'entrer dans le futur. L'installation était immense, 3 fois plus grande que l'ancienne, avec des équipements de pointe et une équipe qui semblait vraiment enthousiaste d'être là. Ma nouvelle responsable, Sarah Martinez, était la sœur de Dave et 2 fois plus perspicace. Bienvenue dans la cour des grands, Marcus, m'a-t-elle dit lors de mon intégration. J'espère que tu es prêt à te lancer immédiatement. J'étais plus que prêt. Pour la première fois depuis des années, j'avais un poste à la hauteur de mes qualifications et de mes ambitions. Responsable des opérations, mon propre bureau, une équipe de 20 personnes qui m'écoutaient vraiment quand je parlais au lieu de m'écouter à moitié en envoyant des SMS. Le travail était stimulant, et dans tous les sens du terme, des problèmes logistiques complexes qui exigeaient de vraies solutions, pas seulement du travail pour occuper la journée. Je m'y suis investi à fond, restant tard pour apprendre les systèmes, arrivant tôt pour examiner les rapports. Quand on n'a pas une femme qui nous ignore à la maison, c'est incroyable l'énergie qu'on a pour sa carrière. C'est là que j'ai rencontré Rachel. Elle travaillait à la comptabilité, 3 étages au-dessus de mon bureau,
et je ne l'aurais probablement jamais croisé si l'ascenseur n'était pas tombé en panne un mardi après-midi. On a fini par descendre 8 étages ensemble. Et en arrivant dans le hall, j'ai réalisé que je venais d'avoir la plus longue conversation ininterrompue avec une femme depuis des mois. Un café, un de ces jours, demanda-t-elle en arrivant au parking. Il y a un super endroit au coin de la rue qui sait vraiment faire un bond.